Dites bonjour à David dans le chat pendant que je fais les petits réglages. Accueillez-le tranquillement, bien sûr. Hello le chat. Là. Ah, parfait. Est-ce que dans le chat, vous entendez bien David? Est-ce qu'il est plus fort, moins fort que moi? On va faire en sorte que ce soit nickel. Dites-moi tout. Oh là, le chat est très chaud. Vas-y, parle-nous, David. Dis bonjour au chat. Bonsoir le chat. Ça me paraît pas mal. On est au même volume. On est Un bon, peu là. moins fort que toi, mais c'est parce qu'il est timide pour l'instant. Mais bientôt, il va être chaud. Il va être chaud. Non, c'est bon. Tu veux que je règle le son plus fort? Je peux le mettre plus Non, fort, peut-être. non, c'est nickel Ouais, en vrai. c'est bon. Ouais, pour moi c'est pas mal. Je vais juste je vais retirer le ducker. Le ducker, c'est le truc qui fait que quand moi je parle, les autres sons se baissent, tu vois. Ce qui évitera que je te coupe la parole au niveau du volume, mais sinon ça a l'air ok. Je vais juste tester rapidement ça. Tac. T'es là aussi. Et t'es là aussi. Je t'emmène partout sur mes scènes, c'est parfait. Ok, bah écoute. Bonsoir David, comment vas-tu? Salut Bastille, ça va? Très bien et toi? Très bien, bah ouais, très bien. J'ai raconté déjà un petit peu comment on s'était rencontrés, entre guillemets, que tu m'avais contacté cet été pour avoir des petits feedbacks sur les outils. J'ai déjà raconté ça au chat et que je t'avais proposé du coup de venir prendre la parole sur un de mes lives, ça aurait pu être cool. Ouais, c'est ça. Ok. On a eu, on a eu un petit call. Ouais. Un petit moment, mais c'était bien, hein, ça s'est bien passé. Et puis ravi de t'avoir rencontré. Hein. Bah ouais, c'est trop Plein cool. de questions intéressantes, plein de réponses intéressantes. Donc très content d'être là aussi pour continuer la discussion et parler un peu plus Exactement. du paysage du design. On va dire ça comme ça. Exactement. Bah ouais, je me suis dit en vrai, mais mon audience, elle est plus ou moins souvent intéressée par un petit peu, entre guillemets, les coulisses, mais surtout comment on arrive à certains postes, comment certaines grandes marques, comment certaines GAFA s'organisent aussi, parce que nous, on est des fois en live, on parle des petits projets, du freelance, des trucs, et quand ça parle des gros, entre guillemets, tu vois, on sait pas comment ils sont organisés, ils ont pas trop le droit des fois de raconter des choses, etc., etc. Et donc moi, ça m'intéressait aussi de discuter de certaines choses avec toi, de ton parcours, de ton quotidien aussi, savoir à quoi ça ressemble, parce que moi, je parle beaucoup du mien, mais il est assez atypique, tu vois. Et j'ai des petites questions aussi à te poser sur ton avis, sur certains trucs dans le design, quoi, tout simplement. Donc ça va être très cool. Ça va être très, Yes, très cool. très chaud. Ok, bah écoutez les amis, si tout est bien niveau technique là, n'hésitez pas à faire un petit dernier retour dans le chat, parce que là on a un peu discuté, vous avez eu un peu les volumes, je peux encore régler rapidement. Il est sous NDA, mais pas dans la merde. Non t'inquiète, c'est géré, t'inquiète pas, y a pas de problème. Voilà, et du coup j'ai dit à David qu'à tout instant on lirait le chat, on a quelques questions, quelques sujets à aborder, mais l'idée c'est là, on est posé, on est autour d'un verre, on est autour d'une gourde d'eau partenaire Twitch et on discute du taf. Donc si vous voulez poser des questions, bah voilà, vous nous interpellez. Si vous voulez qu'on relise votre question, il n'y a pas de souci s'il y a quelques copier-coller de temps en temps si on l'a pas vu. Et puis voilà, on démarre comme ça. Ok? Au poil, parfait, c'est top niveau technique. Bah écoute, David, moi je te lance. Raconte-nous un peu ton parcours. Tu viens d'où? Comment t'en es arrivé à faire du design? Comment t'en es arrivé chez Google et YouTube? Voilà. Fais-nous une petite timeline, tu peux prendre ton temps, puis on discutera des sujets au fur et à mesure. D'où tu viens, tout ça. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'ai un parcours. J'ai fait un bac S. Hein, je pense que c'est un bac qui est assez commun ici en France. La même. Ouais, la même. À Paris, quoi. Ouais. Grosso modo, j'ai fait un bac S et après mon bac S, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait un BTS commerce international. Ok. Je l'ai fait en 2 ans, le BTS. Suite à ça, j'ai eu quelques expériences, tu sais, t'as des petits stages, des alternances, machin. Ouais. Et éventuellement, je me suis dit que c'était pas pour moi, tu vois. Donc, Ah ouais? Ok, je descendais dans les hangars, machin et tout. Je faisais du commerce international, je faisais l'import-export avec les pays étrangers, les États-Unis, etc. Je vendais des jouets, en fait, des jouets, je faisais de l'import-export et tout ça. Ok. Incroyable. Et un jour, je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Donc, je me suis dit, au final, qu'est-ce qui me plaît, moi? Et éventuellement, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher un peu me replonger, tu vois, un peu dans ma jeunesse, etc. Ce que je faisais, je dessinais pas mal, tu vois. Et je me suis dit, moi aussi. Même délire pour moi, c'était je suis assez fort en sciences, tu vois, mais quand même le gars qui dessine et qu'on dit t'es pas mauvais, mais je sais pas, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, replonger un peu dans toi ce que t'aimes faire et ce qui te fait plaisir. Donc OK. c'était je vois une question là, c'était je crois que c'était franchement c'était il y a hyper longtemps, c'était un peu plus de 9 ans quoi. Tu veux bien dire ton âge vite fait pour qu'on se situe ou pas? Ouais, j'ai 27 ans. Donc okay. À l'époque j'ai 32 ans. Voilà, comme ça vous avez un ordre d'idée. J'ai terminé mon BTS, j'avais 18, un truc comme ça, 19. Ouais, je sais plus. Bref, en tout cas, j'étais pas loin des 20 ans et le dessin quoi. Et en fait, tu sais à l'époque on jouait aussi un peu aux jeux vidéo, machin, je me suis dit pourquoi pas lier tu sais le dessin et la tech un peu. OK. Et ce qu'il y avait à l'époque, c'était cette fameuse école éthique, je connaissais que cette école. Il y avait aussi les Gobelins à l'époque aussi, mais ouais. Alors, attends, je vais mettre un petit asset quand tu parles, je vais taper éthique. Ouais, éthique.
Donc, on appelait ça comment déjà? L'école du web. Peut-être qu'il y en a qui connaissent dans le chat. Et les Gobelins, c'était les deux que je connaissais. Ok. Donc, j'ai fait quoi? J'ai redémarré de la première année. Donc, j'ai fait mes 5 ans là-bas. J'ai fait un parcours grande école, comme ils appellent ça. C'est un master. Ok. J'ai fait mes 5 ans là-bas et c'était une belle opportunité pour moi. Je me suis dit, bah voilà, moi, je suis un peu créatif. J'aimais bien, tu vois, imaginer un peu des décors comme ça, en dessin et tout ça. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais le faire, quoi. J'ai fait ça et... Il venait jamais en cours. Ah, il y a quelqu'un dans les coulisses qui divulgue qui leak des informations. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il dit ça pour m'embêter. Mais non, mais t'étais en quelle promo, on demande? Pardon? T'étais en quelle promo, on demande? P2019. Ok, et c'était quoi ton programme en gros? T'apprenais quoi? C'était un programme grande école, donc tu faisais un peu tout. Tu faisais du market, tu faisais tu fais du market, tu fais un peu de design, CAO, tu faisais du dev aussi, de l'algo. T'avais des cours de philosophie, machin, t'avais des cours sur la communication, et en fait c'était hyper large. Donc en fait l'idée c'était d'aider les étudiants à avoir un peu, tu vois, l'envers du paysage et l'envers du décor, pardon, et éventuellement à la fin vous parvenez à trouver un peu ce qui vous fait kiffer, quoi. Donc en fait l'idée c'est ça. Et du coup c'est une école genre payante, tu vois, genre tu raques un peu quand tu rentres ou quoi? Ouais, tu raques quand même, hein. Ouais. C'est quoi, tu raques un peu la première, deuxième année, et après troisième, quatrième, si tu trouves des bons stages, etc., tu commences un peu à t'en sortir. La cinquième année, il y a une team P2021, P2023, 2023, c'est l'année prochaine. Let's go. Ah ouais, 2021 aussi. Ok. Ouais, il y a des gens qui sont là. C'est cool. C'est cool. Ouais, Edix, il y a quand même pas mal d'étudiants qui viennent de là-bas, quoi. Okay, pas mal de designers qui sortent de là-bas. Ouais. Team Gobelin, moi, du coup. Voilà. Mais Gobelin, moi j'ai toujours trouvé que c'était une belle école, hein, franchement. Ah ouais, mais mec, moi parce que moi aussi j'ai fait du coup bac S et tout, et moi je rêvais depuis tout petit d'aller au Gobelin, tu vois. Et mes parents ils faisaient ouais bon faut faire un vrai métier entre guillemets, tu vois. Je caricature mais un petit peu, tu vois. Et du coup j'ai fait de l'informatique, 2 ans de DUT informatique moi, genre vraiment en mode PHP, HTML et tout, c'est en mode classique. Et après j'ai réussi à rentrer à Gobelin en licence en multimédia, mais j'étais refait mec, un truc de fou. Ah ouais non, c'est le tournant de ma vie. Après tu mets Gobelin sur ton CV, ça se passe plutôt bien, tu vois. Il y a des brutes qui sortent des Gobelins et tout, même des devs et tout, hein. En front et tout, ils sont très 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 forts, hein. Les grosses brutes c'est surtout 3D, design graphique et tout. Après nous en multimédia on était... Il y a pas mal de WebGL aussi, hein. Ça tourne bien là-bas, hein. Et franchement ils sont hyper bien formés et ils font des bons projets et tout. Je vois tout le monde qui met sa team dans le chat, P2020, 2022, Gobelin, et je vois InScience au mieux qui met Team Efficom, parce que genre c'est l'école un peu mauvaise réputation et tout. Comme quoi on peut s'en sortir, quand même. Je connais pas Efficom, c'est quoi Efficom? En fait Efficom c'est, je sais pas pourquoi on troll cette école, mais elle a plutôt mauvais retour, tu vois. Voilà. Ah ouais? Mais ouais, je veux pas critiquer parce que je l'ai jamais faite, mais j'ai eu beaucoup de mauvais retours. J'ai eu une mauvaise alternant aussi venant de cette école, et j'ai InScience qui le dit lui-même, donc c'est de la merde, voilà. Il vient de le mettre dans le chat. Donc c'est l'école un peu chère qui t'apprend pas grand chose, et c'est souvent là où tu vas quand t'as pas été prise aux autres écoles, tu vois. Et bon bref. C'est un peu le choix par défaut. Enfin après moi je connais pas, donc j'interprète ce qu'on me dit, mais. Voilà, il y a des gens qui aiment pas. Et ECV c'est pas mal. Moi je connais aussi ECV, c'est pas mal comme école. Catastrophique, on était 3 à avoir eu notre BTS. Ah ouais. Anyway, on n'est pas là pour dire du mal de cette pauvre Efficom, mais voilà, avançons. Du coup, t'as fait l'éthique, t'as fait du coup 3 ans, 2 ans? Éthique 5 ans, j'ai fait 5 ans. Ah, t'as commencé à zéro et t'as refait les 5 ans? J'ai fait 7 ans d'études après mon bac. Donc j'ai fait un BTS, après j'ai fait un master. 3 ans d'études moi du coup. Parce que du coup j'ai fait DUT 2 ans, licence 1 an. Et après j'étais en mode vas-y je vais faire de l'UX/UI, tu vois. Mais il y avait plus de... Enfin, ça n'existait pas à mon époque, tu vois. Du coup, j'ai bossé direct. Franchement, c'était la meilleure chose en vrai pour évoluer. C'est-à-dire que quand tu fais des études courtes et que tu trouves du taf, après. Je pense qu'à l'époque, tu sais, les gens de ta génération, c'est beaucoup d'autodidactes, ils apprenaient tout seuls et tout, tu vois. Ah, de fou, ouais. Encore aujourd'hui. C'est ceux qui ont pas mal d'expérience aujourd'hui, hein. Franchement, tu regardes. Moi, c'est ce que j'ai. Sur le marché. En vrai, à l'époque, il y avait 2 choses. Pour moi, c'est ce que je dis. Après, je me trompe peut-être. C'est que déjà, le métier n'était pas aussi bouché, était assez nouveau. Donc, les gens qui s'étaient déjà débrouillés un peu tout seuls depuis 2-3 ans, ils avaient la connaissance, ils avaient déjà publié des designs, des applis et tout. Donc, c'est eux qui étaient recrutés, tu vois. Et donc, maintenant, c'est eux qui ont appris le mieux. Et la deuxième chose, c'est que je dis aux gens, moi, qui cherchent de trouver un poste là-dedans, je leur dis, trouvez un taf, trouvez une alternance le plus vite possible. C'est là où vous allez devenir vraiment bien meilleur qu'à l'école. Donc, n'importe quelle école, que ce soit Efficom, ECV, éthique, Gobelin, il
faut trouver la bonne alternance et c'est là que vous allez quasiment tout apprendre en fait. C'est là où il y a les vrais sujets avec des utilisateurs et tout quoi. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Après, tu sais, une école, ça te donne un peu les cartes. Bien sûr. Mais tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Ça te montre, éventuellement, tu finis par trouver ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et tu sais, après, tu te spécialises dans un truc et carrément. C'est bien aussi, quoi. Mais faut bosser de chez soi. Mais là, je suis d'accord avec toi, l'alternance, tu sais, l'expérience professionnelle, c'est très, très, très important. Carrément. Et du coup, c'est quoi que t'as kiffé, toi, avec ces 5 années? Bah, moi, c'est les expériences professionnelles parce qu'en deuxième année, j'ai fait un stage. Ce qui est bien avec Ethic, c'est qu'il y a 4 expériences professionnelles, tu vois, tout au long du cursus. En deuxième année, t'as un stage de 2-3 mois, je crois. Ouais. Ensuite, la troisième année, t'as un autre stage qui dure un peu plus longtemps. Et moi, j'avais fait un studio de créa à Paris qui s'appelle 30 Dirty Fingers, qui est un petit studio de créa ici à Paris. En troisième année, j'ai fait Media Monks, qui se trouve à Amsterdam. C'est une agence, c'est la plus grande agence de créa au monde. Okay. Et après, en quatrième année, je suis parti à San Francisco. Et à San Francisco, j'ai fait Upper Quad. Et c'est une agence de créa aussi. Cinquième année, je suis rentré. C'est pas mal. C'est un peu l'épicentre, tu sais, de la tech là-bas et tout. T'as un peu tous les designers, les grosses boîtes tech. T'es parti tout seul? Ouais, je suis parti tout seul, mais on était plusieurs en fait de la promo à partir à San Francisco. Ça va, t'étais pas vraiment. On a fait une coloc quoi. Ouais, ça va. Ouais. Parce que sinon, après, tout seul, t'es vraiment comme ça, en mode. T'as ceux qui commencent plus tôt, ceux qui commencent un peu plus tard, enfin, ceux qui terminent le stage un peu plus tard, tu vois, donc t'es décalé un peu. Donc parfois, trouver les logements là-bas, c'était un peu compliqué. Mais voilà. 3 stages, 3 années. Pardon? C'était comment du coup de bosser à San Francisco? C'est meilleurs souvenirs ou alors en mode ouah, c'est chaud et tout? Non, moi j'aime bien la mentalité américaine. Tu vois, il n'y a pas de micromanagement et tout. Qu'est-ce que tu fais en France alors? Qu'est-ce que tu fais en France là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu à Paris pour voir la famille un peu. Okay. Mais non, moi j'ai toujours été quelqu'un de très international, surtout après cette expérience en fait. Tu vois, c'est une expérience où moi en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus d'opportunités pour les jeunes, tu sais, sur le marché américain. Tu vois, on a plus tendance à te donner une chance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu on est plus à même à dire, bah écoute, ok, t'as beau être jeune, mais propose-nous des choses, tu vois. Donc tu peux être force de proposition dans ton travail, tu peux être créatif, tu peux être amené à proposer des solutions. Et c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce qui te fait, tu vois, prendre un peu plus d'expérience dans le métier et au fur et à mesure, tu peaufines un peu ta patte. En gros, c'est ce que tu veux dire, c'est que genre en France, si t'as pas genre les 10 années d'expérience dans la boîte ou les diplômes de fou, on va pas t'écouter même si t'as des bonnes idées en tant que jeune, c'est ça que tu veux dire. Alors qu'aux États-Unis, c'est les bonnes idées, tu passes, tu vois, c'est ça. Tu vois, t'as un peu cette hiérarchie-là, tu vois, et t'as intérêt en tant que junior à montrer ce que tu vaux. Alors que là-bas, comme je t'ai dit, on te donne un peu ce bénéfice du doute là. Et moi, quand je suis parti aux États-Unis, j'y étais jamais allé avant, tu vois. Donc San Francisco, cette expérience pour moi, ça a été vraiment un choc des cultures. C'était incroyable. Hein. Moi, je suis allé là-bas, j'ai eu aucun, tu vois, je pouvais pas faire de comparaison avec la France. Ouais, c'était ton premier truc, quoi. Je faisais mes stages, j'avais fait des petits jobs et tout, même en l'alternance lors de mon BTS, etc. Ouais, je vois. C'est un autre monde, quoi. Ils me disent, moi, j'arrive à l'heure que je veux, et je participe, tu vois, je fais le travail, je termine quand je veux, il y a personne qui me dit rien, je travaille chez moi, demain je suis pas là, je suis pas là, je suis malade, je reste chez moi, il y a pas de ouais, mais montre-moi un machin, certificat, patati, patata. Ça, on va se garder de côté ce sujet, on en reparlera avec, du coup, Google en général, ce petit sujet de la culture des horaires et tout, on se garde de côté. Et du coup, ça t'a pas fait trop bizarre de retourner en France parce que c'était ton premier taf. Mais maintenant, tu sais, c'est les vraies différences. Tu peux choisir en connaissance de cause, quoi. Ouais, on était beaucoup comme ça. Dans la coloc, on était 3. Et en fait, quand on est rentré en France, on s'est dit, bah, en fait, t'as pas envie de revenir, tu vois. Tu te dis, bah, c'est quand même un peu mieux là-bas. C'est la famille qui te fait revenir, mais peut-être qu'un jour, tu retourneras bosser là-bas ou pas? Franchement, c'est pas dit, hein. Je sais pas trop. Faut voir les opportunités qu'il y a. Après, moi, j'ai un rêve. J'aimerais beaucoup travailler sur le design de l'iOS. En fait, tu vois, c'est vraiment un projet sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. J'aimerais participer sur le natif. Sur le natif, ouais. J'ai participé au design de l'OS, tu vois. Tu me demandes de designer des widgets, je sais pas, tu vois, quelque chose comme, ouais. Ok. Comment t'as trouvé ton job au States? C'était un stage, du coup. Donc, je pense que l'école t'a pas mal aidé, au final. Moi, non, j'ai postulé. Tu sais, à Ethic, il y avait beaucoup cette course aux The Awards. Tu sais, les fameux awards avec les sites, avec les animations, etc. On essaie de faire des sites, hyper léchés, hyper top niveau des animes et tout, tendance.
Ouais. Et j'avais posté mon portfolio, etc. Et en fait, j'ai envoyé des mails, quoi, avec mon folio dessus. Et j'ai eu quelques réponses. Et j'ai eu plusieurs choix, tu vois. J'ai eu plusieurs offres qui m'ont été offertes et tout. Et au final, je suis resté sur Upperquad. Mais en fait, tu vois, n'hésitez pas à y aller, présenter vos projets, présentez-les bien sur votre folio et envoyer des candidatures, quoi. Les gens, ils cherchent toujours des stages. La main-d'œuvre, c'est quelque chose qui, c'est pas non plus facile à trouver. Et le fait de venir de France, je pense que les designers en France, on a quand même tu vois, une très bonne qualité en termes d'expertise. On a une réputation, le design français, donc c'est pas parce que vous envoyez votre petit CV depuis je sais pas moi, Nogent-sur-Marne que vous n'allez pas être pris à San Francisco, on sait jamais en vrai. Faut y aller, faut oser. De toute façon, ça coûte rien, comme tu disais. C'est ça coûte rien. Et comme Harry Potflower là dit là, bah on a quand même la côte, hein. Ouais, il y a pas mal la côte, ouais. Il y a un petit truc sur les Français. Une petite répute, faut qu'on en profite en tout cas. Ah, j'ai reçu un petit raid de Defend Intelligence. Merci beaucoup Defend pour ton raid. Merci aux 162 belles personnes qui nous rejoignent. On est actuellement avec David, qui est tout simplement un designer chez YouTube, chez Google. Donc on a démarré l'interview à 19h, ça terminera à 20h. Donc on est là, on discute un peu du parcours de David, on va parler bientôt de comment ça se passe de travailler chez Google, un peu les coulisses. Alors merci beaucoup InScience pour le raid et bienvenue à tous, n'hésitez pas à follow. J'ai dit tout à l'heure, regardez, j'ai exactement 19 983 follow. Les follows c'est gratuit, donc peut-être ce soir on aura 20 000 follow quoi. Voilà. Donc du coup, je te relance un peu David. Donc les études, une petite expérience à San Francisco. Tu ressors de là, tu cherches du taf en France du coup? Je reviens à Paris, je fais ma 5e année ici, qui est donc une alternance. Ouais. Et c'est le gros point fort de cette formation-là. Tu vois, donc 3 stages et une alternance. C'est la base, c'est la base. Les amis, faites des expériences pro. Ouais. Sur un CV, tu vois, quand tu sors d'école et tout, en tant que junior, tu as déjà 3 stages et une alternance. C'est quand même un bon début, quoi. De fou. J'arrête l'agence. Parce que j'ai fait beaucoup d'agences, j'arrête l'agence et je me dis, bah, je vais faire du design produit, quoi. Donc je me lance à fond dans le produit. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, le problème avec l'agence, c'est que tu sautes de projet en projet et j'arrivais plus à avoir du feedback sur mon travail. Ouais, tu sais quoi? On va redéfinir pour les gens. Agence, design produit. En gros, agence, t'es dans une agence et tu travailles pour des clients de l'agence. Donc soit t'es mis sur un projet 1 mois, des fois 2 mois, des fois 1 an, mais ça a des points positifs, c'est que tu vois plein de projets. C'est un point négatif, c'est que t'as pas vraiment de suivi, t'as pas de retour comme tu disais. Un designer produit, pour caricaturer, c'est quelqu'un qui va être embauché en direct dans une boîte et qui va bosser pour la boîte exclusivement. C'est bien ça, David? Exactement, c'est ça. Ok. Donc toi, t'en avais marre de l'agence. Tu t'es dit non, moi je veux un vrai sens à mon truc, je veux incarner un projet, je veux être designer produit chez quelqu'un, c'est ça? Exactement, je voulais être in-house, tu vois, et bosser sur une seule problématique, un seul sujet, quoi. Donc le fait de ce qu'on appelle context switching, tu vois, toujours switcher de contexte, etc., ça devenait vraiment, c'est fatigant au bout d'un moment. En vrai, moi j'ai un profil un peu bizarre, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien si on me met trop genre sur un sujet trop longtemps, je vais un petit peu tu vois, je vais un petit peu m'ennuyer, pas m'ennuyer, mais je vais perdre la motive. Et j'ai remarqué que moi, j'adorais avoir plusieurs sujets dans ma vie pour me driver avec plein de sujets. Après, je prétends pas être si bon product designer que d'autres. Moi, j'aime bien toucher à tout, j'aime bien vulgariser, j'aime bien découvrir des choses, mais je sais que je suis pas le meilleur tueur du quartier, tu vois. Les gens disent Basti le boss parce que c'est moi qui parle, tu vois. Mais il y a plus de 50% des designers qui sont plus forts que moi, les amis. Mais parce que moi, j'ai un tempérament un peu différent, tu vois. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a des gens qui supportent pas changer de produit. Ah bah encore un raid, désolé David. On a un raid de Harddisk, merci Harddisk pour le raid. Je vous présente ici, regardez, c'est David. Désolé, je recommence David. Il n'y a pas de souci. On est avec David, qui est designer produit chez YouTube. David, pourquoi les shorts ils sont pas rangés? On y vient Harddisk, on y vient. Je sais pas si tu connais Harddisk, David. Mais j'ai vu passer. J'ai vu. Il y avait qui de temps en temps je stream avec lui, non? Ouais, je stream tous les mercredis avec lui. J'ai fait de vidéos YouTube avec lui, mais il est youtubeur, il parle de tech, il parle de cinéma un peu au début de sa chaîne et il stream aussi. C'est la private joke, c'est la private joke des youtubeurs. Il est youtubeur, tu vois, il a 400 000 abonnés. D'ailleurs, si tu veux lui parler, si tu veux l'interviewer comme t'as fait pour moi, avoir du feedback, je pense qu'il est chaud. Hein. Il est chaud. Tu sais, nous on se fait des petites discussions avec Harddisk. Ouais, tu penses la Minia 1 pixel plus haut, le titre et tout, on est super à fond dedans, tu vois. Ouais, je te présente Harddisk. Merci pour le raid Harddisk. Du coup, on discute avec David, designer chez YouTube. Là, on est en train de faire son parcours et on va bientôt arriver aux fameuses coulisses
de Google et tout. Trop pas, je suis content de ouf, zéro blague, UX8 de YouTube est top. C'était une vanne, il y a juste des satanés shorts. Enfin, rangez-les. Let's go. Lis mon message, je vais passer pour un connard. T'inquiète, David, il a le chat aussi. Ouais, je vois tout. Non, mais c'est une blague, évidemment. C'est la private joke parce que quand tu regardes Twitter, t'as un YouTuber qui met ouin les shorts. T'as tout, il y a le YouTuber en dessous qui dit ouin les shorts. En vrai, c'est le trending topic. Voilà. Ok, c'était pour t'introduire un peu l'ambiance. Bref, du coup, t'as trouvé ton premier taf en agence. Enfin non, en designer produit, pas en agence. Ouais, c'est ça. Je suis à Paris dans une boîte qui s'appelait Plume Labs à l'époque. Okay. En fait, c'est une boîte qui fait t'as un appareil portatif sur toi et qui est connecté en Bluetooth avec ton téléphone qui va mesurer la qualité de l'air autour de toi. Attends, je Google en même temps. Plume Labs, la qualité de l'air, quoi. C'était ça la problématique, tu vois. Let's do something about air pollution. Rendre l'invisible visible. Stylé en vrai. Donc c'est un petit objet connecté finalement. Ouais, du hardware, c'était intéressant comme problématique, tu vois, parce que t'es pas sur un produit SaaS, t'es pas que sur du web et tout. Donc t'as toute la problématique, comment les utilisateurs en fait ils fonctionnent quand tu vois quand ils se lèvent, quand ils utilisent le device, comment ils l'allument, tu sais quand ils le sortent dans le métro, dehors, etc. Donc il y a pas mal de problématiques à ce sujet. Donc c'est hyper intéressant parce que t'es aussi amené à travailler avec des scientifiques, tu vois, atmosphériques. Trop bien. Travailler sur l'air. Okay. C'est hyper intéressant aussi. Et des gens qui sont hyper pointus sur le sujet. Et tout. Ouais, c'est ça, hyper à la pointe de la tech en termes de les batteries, etc., les connecteurs, tu vois, tout le dispositif qui te permet de détecter les particules fines, etc. Et du coup, toi, tu faisais l'interface de l'app, un truc comme ça, c'est ça? Moi, je bossais sur l'app. Ouais, je bossais principalement sur l'app et j'ai redesigné les cartes. Trop bien. Bah, on les voit à l'écran, là, je les ai mis sur mon stream. Stylé. Et du coup, t'as fait ça combien de temps? Un an. Alternance d'un an. Ouais. Ok. Stylé. C'était à quelle époque ça à peu près? Genre pour vite fait, hein, pour se rendre compte. 2019. Ok, ouais. C'était sur quel outil de design? J'aime bien poser cette question, ça remet un peu dans l'ambiance, tu vois. Sketch, je crois que c'était Sketch. Ah, c'était Sketch à l'époque. Hein. C'était la dernière année de Sketch avant le Covid-19, bien sûr. Exactement, c'est ça. Et RIP, bien sûr. F dans le chat pour Sketch. Ok, et après ça, après cette alternance, qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai fait une boîte qui s'appelle Sendinblue. Je sais pas si le chat connaît. Attends, quand tu dis j'ai fait une boîte, c'est toi qui l'as. Non, t'as été. Non, pardon, j'ai été, ouais. Alors, comment ça s'écrit? J'ai travaillé pour une entre SENDINBLUE. Ok, j'affiche. Sendinblue is Sendinblue. the smartest and most intuitive platform of growing business. That's it? Exactement. Je ne connais absolument pas, mec. Raconte-nous, c'est quoi? C'est un outil qui permet aux PME finalement en fait d'être en contact avec leur clientèle, tu vois. Donc tout ce qui est email, newsletter, t'as des CRM, t'as des chatbots, t'as aussi tout ce qui est SMS, etc. Et t'as tous les outils à ta disposition pour pouvoir en fait communiquer avec ces gens-là, quoi. Donc si tu essaies de prospecter, de relancer, etc., de convertir, machin, t'as plein de stratégies market qui sont disponibles pour toi et éventuellement tu utilises l'outil. C'est un peu comme Mailchimp, tu vois. C'est un peu concurrent de Mailchimp en Europe. J'ai utilisé Seb. C'est quoi Seb? J'ai utilisé Seb. C'est ça Sendinblue? Ah ouais, ok. Et du coup, c'est le Mailchimp, mais version... SIB, on dit SIB, ouais. SIB, ok. Donc Hardisk a utilisé ça et du coup, ça sert à, un peu targeter, envoyer des mails, des campagnes marketing, un peu comme Mailchimp, sauf que Mailchimp, c'est un peu plus grand public, ça c'est plus pro, on va dire, c'est ça? Exactement, ouais. C'est un peu, tu vois, le Mailchimp, on n'est pas sur le même pricing, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, c'est un peu plus accessible le Mailchimp, quoi. Tu fais ta petite campagne, là ça a l'air un peu plus pro. En tout cas, ce que j'en ressens quand je vois votre site là. Ok, t'as fait ça combien de temps? Un an, j'ai fait ça un an, après mon diplôme, quoi. Donc ça, ton premier CDI du coup? C'est mon premier CDI, effectivement, ouais. Stylé de fou, ok, trop bien. Ensuite, t'as fait un autre taf encore? Ah non, après Covid, après tu vas me dire. J'étais en plein Covid, tu vois, quand j'ai quitté. Ah ouais. Et j'ai fait DocuSign. Ah ouais, pas mal. T'as des bonnes rêves, toi. Ça, c'est stylé, DocuSign aussi. DocuSign, donc tu vois le fameux stylo. On a tous signé un DocuSign dans notre vie, c'est obligatoire. Ne serait-ce que pour signer son contrat de travail, c'est sur DocuSign aujourd'hui. Yes, exactement. Ok, et il y a quoi à designer sur DocuSign? Qu'est-ce qu'il y avait à faire à l'époque? Moi, je travaillais sur la partie de l'identité, la vérification d'identité. Donc en fait, la vérification d'identité, c'est tout ce qui est... tu vois, quand tu reçois une enveloppe, mais selon en fait le sujet et selon l'importance du secteur d'activité, tu as quand même parfois des politiques de confidentialité. Donc tu trouves à devoir identifier la personne et tu dois t'authentifier. Donc à travers ça, tu as plein de mécanismes, tu vois. Tu as la double authentification, tu as tout ce qui est la vérification faciale et tout. Donc l'envoi de pièces d'identité, etc., etc. Et l'idée, c'était d'avoir un peu une vision de comment facilement avoir
une sorte de portefeuille d'identité où tu pouvais tout faire en fait en un clic. Tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu fastidieux, tu vois, comme démarche. Tu ouvres un compte en banque, tu fais etc. Tu te retrouves avec plein de démarches à devoir suivre. Et DocuSign, il y avait aussi une problématique qui était d'un peu démocratiser toute cette partie-là, quoi. Donc c'est pas seulement de la signature. Tu vois, t'as l'immobilier, t'as tout ce qui est chez les notaires et tout. C'est un peu dans le secteur de la santé quand tu reçois tes résultats. Ouais, carrément. Pour sécuriser. Il y a énormément de cas d'usage. Ok. Et du coup, je prends des petites questions du chat. Ils me disent c'est un produit Google maintenant, DocuSign? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il a confondu. Peut-être il a cru un rachat InScience. Et quelqu'un demande, t'étais UI, UX designer pour toi ou juste product designer? C'est comment que tu te définissais là, à cette époque-là? C'est produit designer. Ok, est-ce que tu peux définir, parce que on a tous plus ou moins, on va dire, notre définition entre guillemets du taf. Qu'est-ce qui fait un product designer? À quoi il touche au quotidien? Est-ce que c'est comme un UX un peu senior? Est-ce qu'il fait quand même des maquettes? Raconte-nous un peu comment tu définirais product designer. Ouais, c'est une bonne question. Bah ouais. Un product designer, c'est une personne qui est au début de la chaîne de production sur tout produit ou toute feature, et qui va rester là jusqu'à la fin aussi. Tu vois, donc du début de l'idéation jusqu'à l'implémentation et la delivery de la solution. Donc en fait, ton travail, c'est de déterminer les besoins au début par rapport à une problématique, etc., selon des données que tu as, de la data, machin, des insights et tout. Et au fur et à mesure du flow, toi, ce que tu dois faire, c'est décliner des solutions, les valider, les tester, tu vois, voir avec les devs, t'aligner avec tout le monde, toutes les parties prenantes, marketing, etc., copywriting, légal et tout. Et à la fin, tu ships, tu fais de la QA, tu cherches les bugs, tu hunts les bugs et tout. Et hop, tu livres et tu fais en sorte de surveiller les metrics, tu vois. Comment tu sais qu'aujourd'hui ton produit va être un succès? Comment tu sais que ta solution elle va fonctionner? C'est quoi que tu fais pour vérifier tout ça? Et hop, une fois que ça s'est fait, bah, tu lances le produit et tu dois t'assurer que ça marche, quoi. Donc un designer produit, il est là du début jusqu'à la fin. Pour moi, il peut faire de la partie UX comme de la partie UI. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Ok, donc du coup pour le chat, pour définir un petit peu, on est d'accord qu'un product designer pour toi, et du coup bah pour tout le monde, est très bonne définition, c'est quelqu'un qui va suivre sa feature, donc son produit du début à la fin. Donc il va faire un peu l'UX, UI et même le lien avec les devs, sauf qu'il est très dédié à une features, c'est ça? Voilà, t'as un scope en fait. T'as un scope, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu peux être sur les grandes boîtes le product designer de la search bar, tu vois. Tu fais que la search bar du début à la fin, c'est ça? Travaille sur un produit dédié, donc tu te focalises vraiment dessus. C'est une bonne définition. Contrairement à d'autres entreprises ou d'autres équipes qui sont organisées un peu différemment, du genre, il y a un UX qui fait toutes les recherches pour tous les sujets et qui dispatche à des UI designers. Ça, c'est une autre façon d'organiser. Toi, c'est pas ça. Donc, si on vulgarise, un product designer, il fait l'UX UI du bout de l'utilisateur jusqu'au développeur tout seul parce qu'il est garant de son produit. Voilà. OKR, c'est les comment on pourrait définir les OKR? C'est tes objectifs, tu vois, les objectifs à atteindre, quoi. En gros, tu te mets des comment dire, des cibles, en gros, c'est ça? Ouais, un OKR, donc c'est un exemple par exemple pour si j'arrive pas à le définir, mais ouais, si on doit vulgariser, un OKR, c'est ton objectif, donc tu dis bah je sais pas, un objectif par exemple, faire en sorte que demain 10% de plus de produits, voilà, par exemple. Demain tes utilisateurs soient principalement sur mobile, tu vois, et après ton objectif tu le découpes en plusieurs KR, tu vois. Donc tes KR c'est quoi? Tes key results c'est quoi? C'est au final bah tu te dis bah pour atteindre cet objectif là, j'ai besoin d'atteindre ces résultats là. Exemple, je veux 10% de plus d'achats sur mon site. Le premier truc, c'est qu'il faut que les gens ils aillent plus sur la fiche produit. L'autre truc, c'est que les gens il faut qu'ils cliquent plus sur ajouter au panier. Troisième truc, c'est qu'il faut que les gens ils finissent leur panier plus. Et donc tu vas dérouler ton truc et tu vas régler des problèmes d'expérience utilisateur tout au long du truc, quoi. Exactement, ouais, voilà. C'est ça. Donc en fait, ça permet d'un peu de scinder ce que tu cherches à faire et hop, voilà, tu fais un petit découpage, quoi. C'est plus simple. Ok, je fais une petite pause chat avant de passer sur le sujet suivant. C'était voulu de changer beaucoup de boulot pour avoir des lignes sur son CV ou ça s'est juste fait comme ça, rapidement, genre en 2 mots, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a après cette question? Ouais. Non, tu sais. Il y a des gens, sans vouloir enfin, c'est pas méchant, je pense. C'est juste, il y a des gens qui veulent changer beaucoup de boulot pour montrer qu'ils peuvent changer, qu'ils veulent plus de salaire, qu'ils veulent plus de défis, tu vois. Et il y a des gens qui vont dire non, c'est mal vu de changer trop de boulot, donc je fais attention, tu vois. Des fois, il y a des strates comme ça, tu vois. Ouais, je vais donner mon avis là-dessus parce que moi, mon avis, il diffère un peu. Je pense que quand on sort d'école, faut pas avoir peur va explorer des trucs, va tester des trucs, tu vois. Moi, c'est ce que je recommande. Tu vois. En tant que designer, il faut savoir, tu veux travailler dans une petite boîte où ça va vite, tu veux travailler dans une agence, enfin une boîte qui a taille moyenne, etc. Tu veux travailler avec des gens à l'international, tu veux que rester sur le territoire français, tu vois. Et
Donc tente des trucs, tente des expériences, vois ce qui te fait kiffer et au final tu finiras par trouver. Moi c'est ce que j'ai fait, tu vois. Donc en fait j'ai pas forcément cherché à ajouter plus de lignes sur mon CV parce que je pense que toujours sauter d'un endroit à un autre c'est pas non plus quelque chose qui t'avantage. Ouais. Par contre j'ai fait mon année chez Sendinblue et DocuSign c'était très intéressant comme je l'ai dit parce que j'ai fait mon expérience aux États-Unis et je voulais revenir un peu dessus. Ok. Donc boîte américaine pour moi c'était juste parfait et je me suis retrouvé avec un scope un peu plus réduit. J'ai travaillé avec beaucoup plus de chercheurs, avec des data scientists et tout. Okay. Donc j'ai beaucoup aimé. Et là je peux en parler tout de suite. Peut-être ça va faire la liaison avec le sujet suivant, mais vas-y. c'est en plein. Moi j'étais très bien chez DocuSign. Tu vois, si ça tenait qu'à moi je serais pas parti. Par contre j'ai eu l'opportunité d'avoir des échanges avec quelques équipes chez Google. C'est comme ça que ça a démarré, tu vois, l'aventure. Ok, juste avant que tu parles de Google, juste pour les changements de métier, moi je dirais tant que c'est justifié, c'est ok. Le gars il te voit que t'as changé pour une bonne raison, il y a aucun souci. Si tu changes pour des raisons bizarres soit d'argent, soit parce que t'es instable, tu sais pas ce que tu veux, là ça devient problématique quand on te recrute. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Et donc t'as été approché par Google, comment ça s'est fait? C'est eux qui t'ont approché du coup? Non, ça s'est fait en 2 temps. Là, c'est un peu, c'est justement, c'est la story un peu fun, c'est un peu atypique la manière dont ça s'est fait. Je sais pas si t'as le chat, mais Hardisk, il me fait bien rire. Qu'est-ce qu'il a dit, Hardisk? Il dit des bêtises. Très important pour le. Ouais, merci, c'est gentil, Hardisk. Il parle de ton t-shirt et là il dit que bon, il faut pas chier sur le bureau de la DRH pour être recruté. C'est vrai. pour changer de métier. Donc si tu me vois sourire, t'inquiète pas, c'est le chat. T'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Google? Tu sais, à San Francisco, j'ai rencontré pas mal de personnes qui travaillaient chez Apple, Instagram, Google, tu vois. Et là-bas, en fait, j'ai l'impression que c'est hyper facile pour les étudiants quand ils sont à l'université d'avoir des stages un peu, tu sais, dans ces boîtes un peu de tech, quoi. Ils brassent les stagiaires dans ces boîtes-là. Hop, le GAFA, etc. Ouais, il y en a plein. Ok. Et en fait, ils ont cette chance-là. Nous, on l'a pas forcément, tu vois. Il y a pas beaucoup de GAFA ici, en France surtout. Ouais. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie, tu vois. Et petit à petit, elle m'a dit, écoute, là, il y a un truc qui sort là. Il y a un post et tout sur Twitter. Tu sais, un peu le design director de chez Chrome, il avait posté sur Twitter. Il y avait une ouverture de poste à Paris chez Google Chrome iOS. Mais c'était un poste un peu plus senior. Et moi, j'étais sorti d'école, ça faisait un an et tu vois 6 mois quoi. Et je me suis dit vas-y, je vais le tenter parce que je voulais me lancer un petit challenge. Je voulais voir à peu près c'était quoi l'envers du décor. Et je me suis dit tu sais le process, je vais le faire et éventuellement je vais voir comment ça se passe. Si ça plante, ça plante. Si ça le fait, ça le fait. Trop bien. Et c'est comme ça. J'ai eu les interviews, machin. J'ai fait qu'on appelle l'interview on-site et tout. Allez, ça, il faut que tu me racontes. C'est quoi ça? Comment je fais recruter par Google là? Tout le monde veut savoir. Ouais, tu vois, ça c'est un peu le mythe un peu. On appelle ça un peu le mythe et tout parce que c'est vraiment pas. On sait que c'est pas vraiment facile quoi, tu vois, comme process. En fait, c'est assez classique. Tu vois, c'est un peu comme toutes les boîtes en produit, en design et tout que tu peux avoir sur Paris. Tu commences par une entrevue téléphonique et tout. Ouais. Tu fais une review de portfolio en 2e étape et en 3e étape, ils t'envoient un exercice. Ouais. Donc, sachant que là, je parle pas au nom de Google, mais c'est tu vois, c'est mon avis à moi, ma propre opinion. Mais après, t'as toute une série en fait d'interviews qui vont se succéder avec la présentation de ton exercice devant un jury. Ouais. Tu vois, donc t'as quand même plusieurs personnes seniors devant toi et tout. Et vous êtes un petit groupe, quoi, un petit panel dans la salle. Et tu vas présenter ton projet, la manière dont tu l'as résolu, quoi. Et tu te retrouves après à avoir à la suite des interviews individuelles. Okay. Tu vois, sur un thème spécifique par interview. Donc à la fin, tu peux avoir... en fait, en une journée, tu peux faire 6-7 heures d'interview d'emblée, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, c'était en visio ou t'étais en présence? Période Covid, c'était en visio. Ouais, il y avait pas de... C'est ça. Moi, j'ai tout fait... Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce qu'il y a une youtubeuse pas mal connue qui s'appelle Ici Amy Plante. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout, non. En gros, elle a fait une vidéo YouTube sur son entretien chez Google où elle l'a raté, tu vois. Et donc, elle expliquait un peu les étapes aussi, tu vois. Et que c'était super dur et c'était en visio et tout. Donc, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, je vais quand même te demander, tu vois. Et deuxième truc que je voulais te demander aussi, c'est que j'ai fait une émission avec Micode qui s'appelle Underscore et il y avait une petite séquence où c'était les questions qu'on pose aux entretiens Google, tu vois, les clichés un peu comme ça, tu vois. Genre, pourquoi les plaques d'égout, elles sont rondes et tout. Est-ce que ça, c'est des vrais
trucs où c'est du bullshit, on est d'accord. Ça existe plus depuis 2002, ces trucs-là, non? Je pense que ça date. Après, tu vois, j'étais pas là pour en parler, mais c'est quand même, c'est une question marrante. Après, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Je sais pas si c'est avéré. On t'a pas demandé ça? Non, moi, j'ai pas eu de question comme ça. Ok, ça me rassure. Ok, donc on t'a fait faire un test sur ton exercice, en fait. On m'a fait faire, j'ai eu plusieurs sujets. J'ai eu un follow-up sur l'exercice, tu vois. Et après, j'ai eu des questions par rapport à, tu sais, au métier, tu vois, les points clés du métier, enfin, les connaissances clés que tu dois avoir sur le métier. Donc, alors, il faut savoir que moi, au début, j'ai interviewé en tant que, ils appellent ça designer d'interaction, interaction designer, tu vois. Et interaction designer, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est un designer produit. Et il y a une autre déclinaison qui est le visual designer. Et le visual designer, lui, il va être que sur la partie UI, design system, machin et tout. Par contre, les designers d'interaction, comme il l'appelle là-bas, c'est celui qui fait, tu vois, c'est un mélange des deux, quoi. Qui fait bouger le prototype d'un point A à un point B pour répondre à une problématique utilisateur. Exactement. Et en fait, toi, si tu as un besoin, tu veux ajouter un composant, tu vois, dans ton produit, etc., c'est le visual designer à qui tu dois parler, tu vois. Toi, t'es pas là à retravailler le design system et tout. Il y a une équipe pour ça. Ok, intéressant. C'est marrant ce découpage. Ok, c'est cool. Il y a un découpage comme ça, donc des points clés par rapport au métier, des questions sur le métier du produit et qu'ils appellent ça la créativité, les questions sur la créativité, tu vois. Ok. Tu vois, parle-moi d'un des moments les plus challengeants, tu vois, auxquels tu as eu affaire, tu vois, par rapport à des projets que tu as pu présenter sur ton portfolio. Moi, ça, ils veulent voir en fait comment toi tu t'en es sorti dans une situation X ou Y. Ouais, je crois comment que t'as pu réagir, quoi. J'ai déjà pisté des entretiens comme ça. Ils essayent plutôt de voir si t'as un souci de communication ou de gestion des problèmes plutôt que si t'es un tueur de fou, en fait. Des fois. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ils essaient de déceler si t'es quelqu'un qui va être bon dans la collaboration d'équipe ou si même si t'es un tueur, si t'es un peu un mec qui sait pas collaborer, il te dégage premier tour des entretiens, quoi. C'est un peu ça l'ambiance. C'est exactement ça. En fait, vu que t'es dans une boîte où tu t'es amené à travailler de manière hyper transverse, tu vois. Donc c'est hyper, t'as plein d'équipes, t'as plein de parties prenantes, comme je disais, et encore plus dans une boîte de cette taille-là. Et t'as besoin, en fait, de bien communiquer avec tout le monde. Voilà, donc tu peux pas passer non plus 5 minutes à présenter une idée. Il faut que tu sois assez concis et clair quand même. Donc il y a tout ça, les points clés du métier, des questions sur ta créativité, le portfolio. T'as une session de 45 minutes à 1 heure sur ce qu'ils appellent le problem solving. Donc t'as un exercice à faire en live sur un tableau. Et en fait, t'as pas le temps de te préparer. Donc en gros, c'est différent du live exercise, du take home exercise. Quand tu dis take home, c'est tu ramènes chez toi, t'as 5 jours, tu vois. Il te donne une deadline où tu peux la déterminer tout seul. Tu fais ton petit proto et après tu viens le présenter. Mais le live, c'est quand t'as un tableau devant toi et tout, et tu commences à blablater, tu commences à écrire et tout, et tu dis bah voilà, tu vois la problématique, le sujet qui m'a été donné est le suivant, et je commence, tu vois, tu parles. Tu te souviens des sujets ou pas? Ouais, mais moi, figure-toi que j'ai passé 2 fois les entretiens, donc j'ai eu plusieurs sujets. Pourquoi? Parce que le mec était absent ou parce qu'il voulait rechecker un truc? Non, en fait, je l'ai fait une fois et j'ai pas été pris, tu vois. J'ai pas été pris pour le poste de designer d'interaction. Et en fait, à la fin, quand j'ai fait tous les entretiens, je suis arrivé au bout. Je te spoil un peu, je suis arrivé au bout, mais j'ai pas été pris. Okay, donc ils m'ont mis un stop, et ils m'ont dit ouais voilà, etc. Ils t'ont fait le feedback de pourquoi t'avais le stop? Souvent ils font ça dans les grosses boîtes. En mode, en fait, je venais de sortir d'école, ça faisait moi ils m'ont dit ça, ils m'ont dit manque d'expérience. Un an et 6 mois et tout, c'est un poste senior et tout, t'as des qualités machin et tout, voilà ce qu'on peut te reprocher sur certains points pendant les entretiens, mais derrière c'est pas bon, quoi. Ok. Et juste pour le chat, pour qu'ils s'imaginent un petit peu. D'ailleurs, si tu vois des trucs dans le chat, tu peux répondre, y a pas de souci. Moi je te coupe pas la parole, mais toi si tu vois des trucs, n'hésite pas. Les gens qui te posent des petites questions des fois. Juste, dis-nous un peu, genre, le problématique, c'était quoi en gros? Genre en mode, on veut rendre Gmail plus ceci, Chrome plus cela. Juste donne-nous un petit truc pour qu'on s'imagine un peu ce qu'on aurait pu répondre, tu vois. Par exemple, sur l'exercice à faire chez soi, t'as comment tu pourrais mettre en relation, tu vois, des mentors et des personnes qui sont mentorées, tu vois, dans peu importe le milieu, tu vois. Tu choisis, ça peut être dans la musique, tu vois, dans l'art, machin et tout. Moi, j'ai choisi le design ou un autre exercice qui peut être, imagine l'expérience des trains à haute vitesse de demain, tu vois. Genre, si tu devais designer, tu vois, une expérience imagine l'expérience de bout en bout comment on va les trains à haute vitesse, quoi. Tu peux aller d'un endroit à un autre en, je sais pas, 1 heure. Tu vois, tu traverses toute la France en 1 heure. Et comment tu ferais, quoi. L'interface à l'intérieur, l'expérience, machin. Donc ça, c'est des exemples. Parce que les sujets sont si larges que tu dois dire, ok, donc il y aurait du coup une appli, mais quand t'arriverais, il y aurait une borne où tu mets ton truc, enfin tu imagines tout, quoi.
Genre le produit lui-même, il peut être modifié, tu peux créer des bornes, des places spéciales, des scans, des trucs. T'as pas vraiment de limite, tu vois, tu fais un peu comme tu veux. Et la dinguerie, si tu dis que t'as une interface holographique, faut que tu la montres, Benji. grosso modo, tu vois. Tu peux en parler et tout, mais essayer de la représenter d'une manière ou d'une autre. Mais tant que tu le vends bien, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est cool dans le designer produit, c'est que tu peux dire, ok, à ce moment-là, il me faut un truc physique, ok, à ce moment-là, il me faut un truc sonore, à ce moment-là, il me faut un objet, là, il me faut un truc, là, c'est un site, là, c'est une appli, c'est vraiment l'expérience, tu la crées, quoi. C'est trop bien. C'est ça. Et après, tu présentes ça. Et, et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, et oui, d'ailleurs, tout est en anglais dans le chat. Ouais, j'ai vu la question plusieurs fois. Je me doutais, mais bon, oui, évidemment, c'est en anglais. Comment te dire ça? Y a rien qui est lié à Google ou à YouTube. Tu vois, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de rapport sujet vaste. Ouais. Non, parce qu'au final, c'est quand toi on te recrute, c'est parce que tu sais résoudre des problèmes, tu vois, pour faire simple. Donc ça s'arrête là, quoi. Donc peu importe le sujet, voilà. Ça sert à rien de te tester sur Google en particulier, juste si tu sais régler un problème, tu seras ok, quoi. Exactement. Et après les design live, bah, tu vois, tu peux avoir comment tu designerais l'interface d'un ascenseur dans un immeuble de 1000 étages, tu vois. Il te donne, et il me fait, ouais, t'as 45 minutes pour le faire, ou t'as 1 heure pour le faire. Ou il te dit, bah, comment tu designerais l'expérience qui permettrait à un utilisateur tu vois, de trouver le cadeau idéal, par exemple, tu vois. Ok. Un autre exemple. Trop bien. T'as 1 heure pour le faire. Je me permets d'accélérer un tout petit peu, en vrai, c'est hyper intéressant. Mais je vois l'heure qui tourne de fou, donc on veut arriver à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Donc en gros, t'as raté une fois, mais t'as reproposé pour l'autre poste qui était du coup visual designer. Voilà, c'est ça, en fait, visual designer et tout, c'est passé, ça s'est bien passé, mais j'ai pas été attribué au poste de visual designer, mais en fait, on m'a remis sur de l'interaction, tu vois. Donc en fait, j'ai fait interaction, ça a été stop. T'as bien fait. J'ai fait visual et tout. C'est passé, mais on m'a dit ouais, en fait tu serais mieux sur l'interaction, et il y avait un poste qui se libérait à ce moment-là, et ça c'est aujourd'hui où je suis, quoi. Trop bien, bah félicitations. Eh bien je vais arriver assez vite sur la question d'aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais en vrai. Tu designs pour YouTube, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai plein de questions, là il nous reste 20 minutes, donc on va en parler, en plus on va essayer de répondre un peu plus au chat, ça pourrait être cool en vrai. Moi j'ai plein de questions déjà. Ta journée chez Google, c'est quoi ton cadre de travail? Nous on rêve t'arrives en vélo rouge, vert et jaune, tu vas à la cantine gratuite, tu vas à la salle de sport et tout. Raconte-moi, c'est comment Google déjà? C'est à Paris? C'est où? C'est en Suisse. Donc en fait, Suisse, tu vois, je suis basé à Zurich. Voilà, donc Google Zurich, les amis. Et je suis on-site, et on a un peu de remote. J'ai Berdo. En fait, on a les deux, quoi. Donc c'est un peu flexible. Ce que je fais, bah, le matin, je me lève, tu vois. Donc 6 heures et tout. Et puis je marche. J'ai un quart d'heure de marche pour aller au bureau. Après, je vais à la salle. Et après, à 9 heures, je démarre ma journée, quoi. Non, c'est vrai! Tu es vraiment comme dans les films Google, tu te lèves à 6 heures pour aller à la salle, let's go! Ouais, c'est super. Après, si j'ai une longue journée, tu vois, j'y vais pas, mais non, mais c'est trop, vais, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que t'y vas parce que t'as toujours été un gars comme ça, ou est-ce que c'est l'entreprise qui t'a motivé à ça, tu vois, le fait que ce soit tout inclus, tu vois? C'est tout inclus, donc tu vois, tu profites un peu aussi. Mais après, j'avais un peu, tu sais, je pratiquais un peu quand même avant, histoire de rester un peu en forme, parce que sinon. Mais tu vois ce que je veux dire, le fait que ce soit là, tu te dis, bah let's go, j'utilise, et ça t'a quand même façonné à une routine, tu vois. Alors, en fait, t'as tellement un accès facile à tout, et c'est hyper simple, quoi. Donc en fait, tu vas, quoi. Je faisais la blague en mode, c'était le cliché, mais en vrai, tu vas à la salle de sport à 6h du mat, c'est trop marrant, c'est trop bien, ouais. Incroyable. T'as toutes les infras et tout, c'est top, quoi. Incroyable. Bah, c'est trop cool. Donc, tu fais ton petit sport, tu te douches sur place là-bas, tac tac, et tu démarres à 9h, tu te cales dans un bureau. C'est quoi? C'est des bureaux flex, des bureaux à toi, ça ressemble à quoi? T'as des bureaux à toi, après tu travailles d'où tu veux. T'as des bâtiments et tout, et j'y vais, tu vois, je vais à mon bureau, je pose mes affaires, après je prends le petit déj. Donc le matin, c'est mon rituel, c'est réveil, sport, petit déj. Allez, tous les jours. Non, je le fais 3-4 fois par semaine. Après, un jour où je vais juste me réveiller un peu plus tard, et puis je vais directement au taf, quoi. Des méchants, quoi. Non, mais t'as ta petite routine, un peu comme tout le monde, hein. Tout le monde fait un peu ça, tu vois. Et t'as même un coach sportif, c'est gratuit, donc si tu peux en profiter, tu peux le faire aussi, quoi. Je suis en train j'affiche des images à l'écran que tu dois pas voir, mais si tu mets un peu l'onglet je vois, ouais. Il y a la petite salle, c'est ça? C'est ton bureau? C'est l'ancien bureau, ça a changé maintenant. Il est mieux encore maintenant. Plus grand. Ah, ok. Franchement, ils ont pris des bureaux, en termes de superficie, je crois que c'est 50 fois plus grand. Ok, donc c'est coloré comme ça, avec des trucs un peu marrants dans les couloirs. Chaque étage a une couleur, ouais. Là, le bâtiment où je suis, chaque étage a une couleur. Waouh, une petite salle d'escalade, ok. C'est
typiquement ce qu'on se fait comme idée de Google, en tout cas moi. Exactement ça, ouais. Tu fais ce que tu veux, hein. T'as vraiment tout, les accès à tout et tout. Trop bien. Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant c'est un must-have dans ton travail? Tu te dis maintenant c'est hyper important le cadre comme ça? Non, je pense qu'il faut rester un peu, tu vois, réaliste et tout. Tu peux pas avoir la même partout selon la boîte. Mais franchement, c'est top, quoi. Après, il y a plein de boîtes en France où t'as des Gymlib et tout. Tu vois, t'as des accès. Oui, c'est sûr. Donc, c'est juste que Google, c'est le genre tout le monde dit on va faire un bureau à la Google, tu vois, genre les trucs un petit peu clichés, mais voilà. Ok. Et donc, c'était rigolo de parler du cadre, mais du coup, le taf en lui-même, du coup, à quoi ça ressemble tes semaines en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est t'arrives le matin, petit déj, hop, je redescends au bureau, je check mes mails. Ok. Et dans la journée, t'as des réunions entre designers avec ton PM. Tu vois, tu fais un point sur l'avancée des projets, etc. Et tu participes à tout ce qui est des weekly, des reviews et tout. Où tu peux être amené toi aussi à regarder le taf des autres et à donner ton avis et à chercher des bugs et machin et tout, tu vois. Trop bien. Donc tu passes une grosse partie du temps à interagir en fait avec ton équipe. Ok, trop bien. Donc c'est grosso modo ça. Et après tu te laisses un peu de temps dans la semaine pour parler, pour faire du travail design, quoi. Donc du temps un peu comme toi t'as dans tes journées pour designer. Prod, quoi. Ouais, exactement, de prod, t'as besoin de temps pour prod. Ouais. Et c'est quoi tes sujets que t'as fait là, on va dire cette année ou ces derniers mois? C'est qu'est-ce qu'on a vu nous sur YouTube qui a été fait plus ou moins par toi ou t'as collaboré? Moi après il faut savoir que mon scope en particulier, parce que tu dis YouTube, mais en fait alors, YouTube ça se scinde un peu en deux produits. T'as l'application YouTube qui est le côté les gens qui regardent le contenu vidéo, et t'as l'autre côté qui est pour les créateurs de contenu. Donc tu bosses sur studio.youtube. Voilà, moi je travaille sur Studio, et sur cette partie là alors je peux pas forcément en parler, mais je peux dire ce qu'il en est de mon scope. En fait moi je fais en sorte que YouTube communique de manière efficace avec les créateurs, tu vois. Donc aujourd'hui, tous les messages que tu peux recevoir de YouTube, etc., sur ton contenu, sur ta chaîne, machin, et la manière dont il est amené sur l'interface, sur le dashboard, que ce soit ailleurs et tout, je suis un peu le owner de cette expérience-là sur Studio. Ok, trop bien. Donc c'est un peu ça le scope, quoi. Si vous avez déjà publié une vidéo sur YouTube, quand vous faites du coup mon compte Studio ou studio.youtube.com, c'est là où vous managez vos vidéos. Effectivement, en tant que YouTuber, c'est l'outil sur lequel on va passer pas mal de temps. D'ailleurs, merci pour la mise à jour de l'application iPhone de la semaine dernière, elle est pas mal. C'est très cool. Au moins, on a accès à plus de données, notamment les anciennes vidéos, les stats des anciennes vidéos. Donc ça, c'est très cool. Et donc voilà sur quoi bosse David en ce moment. Ok. Bah vas-y, dis-nous un petit peu. Du coup, en vrai, t'as bossé surtout sur ça, mais est-ce que tu peux dire un truc plus concret? Ah, Hardis qui se réveille. Studio, il bosse chez Studio. David, tu peux nous mettre une session time en public STP. Donc il veut faire un live avec toi. C'est quoi le session time en public? Je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il veut collaborer avec toi pour te poser des questions, parce qu'il est très très passionné un petit peu par tout ça. Le système de confetti quand tu as une vidéo 1 sur 10, est-ce que c'est toi, David? Tiens, c'est une très bonne question, ça, clairement. Non, ça existait déjà. En tout cas, c'était déjà là et tout. Ouais. Ça, c'est un peu cool, ça va. Pour avoir pas mal parlé avec du coup David, il cherche justement à améliorer la communication entre les créateurs et YouTube, et du coup c'est ce genre de choses. D'ailleurs tu me demandes souvent par MP, quand je dis j'ai eu mes 55 000 abonnés ou mes 200 millions de vues, je sais plus quoi là, tu m'as dit est-ce que t'as reçu un reward? Je disais non. C'est genre est-ce que t'as reçu une petite carte et tout gamifiée? Je disais non, pas encore. Et du coup tu notais ok, ça manque peut-être d'un award pour qu'il puisse partager sur ses réseaux sociaux. C'est un peu ça ce que tu fais. Exactement. Ouais. En fait c'est vraiment après c'est assez large, tu vois, parce que au final toutes les équipes elles ont besoin de communiquer avec les créateurs. Il y a pas, tu sors un projet, tu sors une feature, t'as besoin d'en parler aux créateurs, tu dois leur montrer X ou Y, des détails par rapport à comment utiliser ça et tout. Donc c'est assez large, tu vois, c'est assez vaste comme. Ok, j'avais mal compris le message d'Hardisk. En fait, il veut te gratter des infos secrètes. Session de time, c'est le temps d'un viewer passe sur YouTube depuis notre vidéo. On sait que vous avez la data, mais nous aimerions la voir. Ça, t'enverras un message au support, tu vois, ils pourront te répondre. Aïe. Bah oui. En vrai, c'est pas un designer qui pourra te donner accès à ça. Ouais, j'ai pas accès à ça. Ouais. Mais est-ce que chez Google, t'es sous NDA? Très bonne question, je sais pas. Pas spécialement, je crois. Ouais, je peux pas, je peux pas, en fait, je peux pas, ce qui est en cours, la stratégie, etc. Évidemment. Moi, je peux rien dire dessus, forcément. Évidemment. Mais tu vois, ce qui est sorti, je peux en parler. Après, moi, de manière spécifique, ce sur quoi j'ai bossé, je suis quand même assez nouveau dans la boîte. Ça fait grosso modo 1 an. Mais en termes de process et le temps que tu passes à shipper des features, ça prend du temps, tu vois, chez Google. Donc peut-être l'année prochaine, on verra des trucs courants de l'année. Mais pour l'instant, c'est pas le cas encore. Voilà. Ok. Et du coup, on demande,
il a déjà fait quoi sur Studio qui serait déjà publié? C'est pas encore publié, sur quoi t'as bossé? C'est pas encore live. Ok, on a hâte de voir. Du coup, je regarde un peu s'il y a des questions, du coup. Ok, on veut qu'il y ait les coins arrondis comme sur YouTube Studio, c'est très important apparemment pour les gens. Des gens demandent une feature que t'as déjà travaillé. Évidemment, il y a une grosse inertie dans les grosses boîtes, donc pas encore comme t'es là depuis 1 an et quelques. Ok, très bien. Et vous bossez sur quel outil de design? Tiens, moi j'ai une question que je me pose moi. Sur quel outil sont les sources des product designers, des visual designers de Google, de YouTube? Nous, on travaille avec Figma. Et je pense que la majorité des gens travaillent avec Figma aujourd'hui. Ouais, les grosses boîtes tech et tout. Bah, Apple, apparemment, non. Ah ouais? Je savais pas ça. J'ai vu cette info. Alors, encore une fois, je l'ai pas vérifié. Bah, apparemment, les designers d'Apple, ils travaillent sur Keynote. Est-ce que ça te surprend? Un petit peu quand même. Sois surpris. En fait, je suis surpris à moitié, tu sais pourquoi? Voilà. Parce que bah oui, on se doute. je sais qu'il peut faire des animations assez puissantes sur Keynote. C'est ça. Tu vois? Et avec le morph et tout. J'ai oublié comment ça s'appelle là. Ouais, mais, c'est comme l'auto-animate, ça morph entre une slide et une autre, quoi. C'est ça, mais après c'est quand même surprenant, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est surprenant. J'en ai parlé avec Dylan Field quand je l'avais interviewé parce que je voulais lui poser une question un petit peu pour le surprendre, tu vois. Ouais. Et il m'a dit non, c'est assez connu cette histoire. D'ailleurs, Netflix, il y a 3-4 ans avant de passer sur Figma, c'était sur Keynote. Et en fait, il y a un gros game quand tu creuses un peu de designers qui designent sur Keynote parce que justement, t'avais cette auto-animate, des espèces de parallaxe au scroll aussi qui étaient dispo bien avant tous les outils. Et quand tu fais du design d'interaction, en 2019, t'avais rien pour faire un truc aussi poussé. Après, on est d'accord, il manque plein de trucs, l'inspecteur, les trucs automatiques, les composants responsive et tout. Mais c'est un game et Apple, ils utilisent pas Figma pour une autre raison, je crois. Et si jamais je dis de la connerie, n'hésitez pas à me le dire, mais parce que s'ils veulent pas que leurs fichiers soient sur des serveurs qui ne leur appartiennent pas chez Figma. Et là, tu te dis, bah oui, parce que depuis que les logiciels sont dans le nuage, et ben finalement, bah tu te dis merde, où est-ce que je mets mes fichiers? Avant, tu les enregistrais sur ton serveur, tu ouvrais avec Photoshop, c'était ok, tu vois. Maintenant, tu pars en mode, bah non, on les met pas chez eux, tu vois. Donc voilà, c'est intéressant. Mais du coup, ouais, ok. Bah ils font comment pour scaler un peu les maquettes et tout. Franchement, il faudrait que bientôt interview d'un designer d'Apple, mais j'aimerais bien. Mais je suis en train de creuser ça, mais c'est un sujet. J'en parle un petit peu à tous les gens que je rencontre, mais c'est vrai que pareil chez Ubisoft et tout, la concu est trop féroce. Ils sont partis sur autre chose, le chat. J'aurais pas dû lire ce message. Ok, bon écoute, c'est cool. Je sais même plus de quoi on parlait, du coup, pourquoi on parlait de ça? Ah oui, Figma. Du coup, tout est sur Figma, ouais, Design System. Figma, ouais, exactement. Et vous avez une doc Design System qui est hébergée sur quoi? C'est un blog? Bah c'est Material You, je suis trop con en fait. Allez, salut. T'as toute la partie matérielle, ouais. C'est accessible, hein, tu peux te renseigner. Bah oui, non mais je connais bien, c'est pour ça que je me suis auto-censuré. En fait, en vrai, je suis con, je pose cette question, mais évidemment, je connais, c'est sur Material You. Et c'est donc qu'il y a des développeurs dédiés et des designers dédiés exclusivement à ça, quoi. Ouais, dans les grosses boîtes, c'est comme ça, quoi. Il y a toujours une team dédiée et puis c'est normal, quoi. Vu l'envergure du travail et tout, la taille du projet. Ouais. T'as des gens qui sont dessus et tout. Et ouais, c'est hébergé en ligne et tout, tu peux y accéder, tu peux regarder les nouveautés et tout. Bah ouais, j'en fais même des vidéos, mec, donc oui, je regarde, t'inquiète. Cool. On va poser la petite question. Qu'est-ce que tu penses du coup de tout ce qui est vidéo verticale sur TikTok, etc. Et quel est ton avis, toi, sur YouTube Short? Pas dans un sens marketing. On connaît le marketing. On connaît maintenant tous la guerre qu'il y a pour, on va dire, gagner le contenu vertical. TikTok, Instagram, YouTube essayent de récupérer au mieux tout ça. Les viewers verticaux qui sont en vrai une vraie audience parce que c'est vraiment plus agréable à consommer sur un téléphone. Mais quel est ton avis, toi, au niveau de l'intégration, on va dire, de l'expérience utilisateur que YouTube propose? Est-ce que c'est un sujet que tu regardes de loin? Est-ce que c'est un sujet de machine à café chez vous en mode, ah, t'as vu YouTube Short, il y a des mauvais retours, il y a des gens qui aiment bien et tout et tout? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ça? Les gens aimeraient bien avoir ton avis, bien que ce ne soit pas ton cœur de projet en ce moment, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah aujourd'hui forcément avec l'avènement du contenu du contenu type TikTok, etc., avec les vidéos qui prennent toute la hauteur de ton écran, bah forcément t'es obligé de t'y intéresser, quoi. Donc, ouais, on est d'accord. Ça y a pas de souci. Et on voit des articles récemment qui disent que de plus en plus de recherches se font à travers TikTok. Tu vois, tu cherches un restaurant, tu vas explorer, tu tapes restaurant, tu vois, italien et tout, et tu regardes les avis des gens, les vidéos, machin et tout. Et bah ouais. Tu consommes en fait le contenu à une vitesse Tu cherches un acteur, un doubleur, un danseur. Oh, j'ai vu son TikTok, je te le partage. Oh, c'est devenu un usage incroyable, tu vois. C'est ça. Ouais. Et moi, du coup, bah, exact. En fait, c'est comme t'as dit, hein, je suis un peu de loin le sujet.
Après, c'est des équipes qui bossent pas dessus en Europe, donc en fait, on interagit pas forcément souvent avec eux. Mais moi, de la manière dont je le vois, c'est que effectivement, YouTube, selon moi, c'est une plateforme qui permet en fait la création de contenu où tu peux venir et tout et commencer à parler un peu de toi et dire ce que t'aimes, ce que tu fais dans la vie, proposer du contenu aux gens et interagir avec les gens. Donc, de manière assez naturelle, pour moi, c'était normal d'arriver sur ce type de contenu-là, tu vois. Je suis d'accord sur ça. Par contre, l'intégration dans l'appli YouTube et notamment dans le site web YouTube. Ça a pris du temps, tu vois, ça a pris du temps. Comme toutes les boîtes, les grosses boîtes et les grosses structures, bah forcément, ça t'arrive avec. J'imagine qu'ils ont dû faire des concessions, tu vois. Une des choses que je peux dire, c'est qu'ils ont dû faire des concessions. Donc forcément, au niveau de l'expérience, t'as plutôt des hauts et des bas selon l'utilisateur. Il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Moi, je suis pas forcément un utilisateur de short. Je l'ai utilisé une fois. Ah ouais. Pour juste publier une vidéo assez simple et tout, ça fait l'affaire. Après, en termes de fonctionnalités un peu plus poussées, j'imagine que les gens ils restent quand même sur TikTok pour pouvoir travailler un peu plus, tu vois, la personnalisation, la customisation de leur contenu. Et si je te dis, regarde, je me mets dans une démarche expérience utilisateur, moi, avec toi, tu vois, c'est notre exercice d'entretien d'embauche. Yes. Je suis d'accord pour que les shorts ils soient mis en avant sur la page d'un créateur sur le téléphone, sur l'application iPhone ou même sur un site responsive. Mais pourquoi YouTube, si tu vois mon stream, là, je sais pas si tu vois mon tweet sur le côté, pourquoi YouTube nous imposerait du coup de voir des shorts sur l'onglet vidéo, et pourquoi le fameux onglet short qui est réclamé par les créateurs de contenu sur YouTube en desk n'arrive pas du tout? Est-ce que c'est parce que c'est en cours et qu'il y a une grosse inertie, tu vois, dans le développement, et ça on a compris, plus la boîte est grosse, plus il y a une grosse inertie, ou alors c'est parce que non, c'est une volonté de les mélanger pour que vous cliquiez plus dessus, sachant que mon intuition, mais c'est pas des chiffres, c'est mon intuition, c'est que des gens vont pas forcément se diriger vers un contenu de 20 secondes vertical sur leur ordi, contrairement à sur leur téléphone où oui, 100% ils vont consommer comme ça. Est-ce que tu as un avis sur ça? Est-ce que tu as des infos à nous donner? Alors, j'ai pas d'infos, mais par contre, au niveau de mon avis, je pense que, tu sais, j'ai tendance à dire que c'est un peu une expérience par défaut, tu vois. Ouais, parce qu'ils ont pas eu le temps de traiter le problème, entre guillemets. Ouais, et j'imagine, tu vois, qu'il y a beaucoup d'améliorations, tu sais, dans le backlog et tout, et on devrait, j'imagine, hein, en voir arriver. Mais derrière, idéalement, tu vois, c'est un peu comme tu dis. Toi, comment t'imaginerais l'expérience, toi, si toi tu devais déjà, moi, si on peut faire un quick win, tu vois, quick win pour répondre un peu à une problématique des gens qui se plaignent de ça. On rajoute juste à côté de vidéo un onglet shorts, tu vois. C'est une première solution et on filtre. Deuxième solution, rajouter 2 petits chips ou 2 petits filtres ici, short vidéo. Voilà, déjà ça. Sachant que sur mobile, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'en fait, il y a le filtre short et vidéo. Ouais, c'est ça. Alors qu'on en a besoin sur le desk. Sur le mobile, on veut les shorts. Ça nous dérange pas de mélanger. Mais sur le desk, on veut le filtre, tu vois. Et du coup, c'est un peu une private joke, un running gag. Parce que du coup, t'as vu des tweets de tous les créateurs, Simon Pouèche, qui disent, mais comment c'est possible qu'on n'ait pas encore ce filtre? Et du coup, les gens, ils se disent un peu en mode, pas conspirationniste, mais ils se disent, mais si YouTube il fait ça, il doit avoir une raison. C'est qu'ils veulent nous piéger dans un truc, on sait pas, tu vois. Et donc c'est ça tout le débat des YouTube Shorts, quoi. Tu sais, ça me rappelle un peu quand Amazon, je sais pas si t'as vu, Amazon, ils ont changé la navigation, tu sais, sur leur appli là. Ouais. À un moment donné, il y avait un changement de navigation et tout, et les gens ils s'étaient dit, mais putain. Pourquoi? Non, mais ils s'étaient dit, mais il faut avoir du culot quand même pour implémenter un changement de cette taille-là, vu le nombre d'utilisateurs que t'as sur le truc. Et tellement c'est gros, on se demande si c'est pas fait exprès, on se dit, ils veulent nous faire quelque chose, c'est sûr, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est une bonne question venant de. Enfin, après, j'imagine que tout le monde se pose ce genre de questions, et même on l'entend, hein, des créateurs et tout. Mais sur mobile, ça existe. Tu vois, donc moi, j'imagine que ça va pas tarder, quoi. Et je crois que j'ai quelqu'un du chat qui dit il est hippie chez YouTube et tout, c'est déjà prévu. Bon, bah voilà, on a l'info. Ah bon? Attends, c'est qui a dit ça? Dis-moi le nom. Yalis, c'est ça? Yalis. Il faut patienter, ça arrive, je suis hippie chez YouTube. Bah écoutez, on va se connecter avec ces gens, incroyable. On va tous se réunir et discuter ensemble de YouTube. Trop bien, bah écoute, je vais lui dire coucou Yalis. N'hésite pas à me MP si tu veux discuter avec moi après le live. Ok, bah les amis, il est déjà 19h56. En vrai, moi, je dois filer à 20h. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posez vos petites questions à David dans le chat. Évitez les gros pavés pour qu'il puisse lire vos questions. Et je vous laisse un petit peu, poser les dernières questions avec David. Dans tous les cas, David, c'était un plaisir. Moi, j'ai trop kiffé. On pourra même le refaire, hein, tu vois, ça passe vite tout ça. Est-ce que vous avez des petites questions à poser
Ça fait quoi d'être un crack, bien sûr. Vas-y, je te laisse choisir les questions que tu souhaites. Hein. Ça fait quoi d'être un crack? Moi, je pense pas être un crack, mais après, je suis content de pouvoir partager un peu mon expérience avec les gens du milieu. J'ai vu tout à l'heure une question, est-ce que j'allais retourner, tu sais, un peu dans les structures un peu petites? C'est intéressant, ouais. Pour moi, ça, je suis ouvert à tout, hein. Franchement, c'est vrai qu'au début de mes études, je me disais, j'allais, tu sais, une grande boîte et tout, ça fait un peu rêver, tu sais, tu te dis, quand t'es à l'école, t'es un designer, tu te dis, j'aimerais bien, tu vois, expérimenter un peu ça. Donc, je l'ai eu. Et, est-ce que du coup, tu sais, tu rêves d'une grande boîte quand t'es petit? Est-ce que tu te dis vraiment, ok, j'ai bien fait de rêver, c'est vraiment un truc de fou à connaître maintenant que tu l'as fait? C'est quand même une très très belle expérience. Tu me donnes presque envie, tu vois. Mais tente-le. Je viens de quitter mon taf pour faire du freelance depuis 2 mois, donc comme toi, je dis jamais, tu vois. Mais oui, peut-être un jour. Fais un an de free. Après, tu fais. On verra. Tu vois, c'est pas mal. On verra. On verra. Tu m'envoies un DM, tu m'appelles. Ok. Ah putain, ça y est, j'ai un job, les gars. Ok, vas-y, choisis d'autres questions. Tac, je me vois bosser là-bas longtemps. Là, je sais pas. Moi, je suis un peu le flow, tu vois. Mais après, si j'ai un conseil à donner, c'est pour rebondir sur ce qu'il disait aussi, tu vois. Si, il disait, voilà, ne partez. Si vous avez de bonnes raisons de partir, partez pas, quoi. Tu vois, ce que t'as, tu sais pas ce que tu perds, enfin, tu sais ce que tu perds, mais jamais ce que tu récupères. Donc, faut faire attention aussi. Ensuite, tu travailles combien d'heures par semaine? Ça peut être intéressant. Est-ce que du coup, t'arrives à... J'ai pas d'heures. On a un minimum de, je crois, autour de, tu vois, un peu comme les cadres, 40-50 d'heures. Après, ça dépasse largement, quoi. Ah, ok. Donc, le fait d'être libre, ça t'amène quand même à travailler beaucoup parce que t'es dans un cadre agréable. Et ça, c'est important de le dire. Il y a pas mal de boîtes qui jouent sur le fait de congés limités. Vous pouvez partir quand vous voulez, etc. Tout ce que ça crée, c'est que ça crée plus d'appartenance à l'entreprise et qu'au final, du coup, t'engages plus tes employés et qu'ils vont finir leur travail et des fois, ça engage un volume plus d'heures sans les obliger. Et ça, c'est discutable aussi, tu vois. Il y a des gens qui se disent, c'est un peu insidieux, d'autres qui aiment pas, mais bon, tant que tu le sais, tant que t'en es conscient, ça va, tu vois. C'est ça. J'ai vu une question. Ouais, plus 50 heures, ok. Tu finis à quelle heure, du coup, en te levant à 6h du mat? Parfois, je peux partir à 18h, 19h. Parfois, je finis à 21h, 22h, quoi. Ok. Tu vois, ça dépend des jours. Ok. C'est quoi tes bénéfices chez Google? Ça intéresse beaucoup. Ouais. La cantine, les trucs. Est-ce que tu manges gratuit au distributeur? Est-ce que t'as un véhicule de fonction? Des snacks gratuits. Tu vois, t'as du soda, du jus de coco, machin. T'as tout ce qui est barres protéinées, etc. Chewing-gum, bonbons, toutes les sucreries, j'en passe, c'est des meilleurs. Et après, t'as l'accès aux cantines. Donc, c'est un peu des mini-flunch. T'as des accès à des mini-cafettes, un peu comme des mini Starbucks, tu vois. Il est 20h, là, j'ai la dalle, mec. Attention. Et t'as tout ça. Donc, tu payes pas. T'as accès à tout ça gratuitement tous les jours. Okay. Et t'as la salle de sport. C'est quand même pas mal. Et puis... les coachs, ouais, putain. Le coach et tout. Et t'as ton package, quoi. Le package classique, t'as un salaire de base avec un bonus et des stocks. Voilà. T'as des actions, ok. Des stocks et des actions. Okay. Exactement. Ouais, des actions. Ok. Je te laisse choisir des questions. Qu'est-ce qu'on a? Il est 20h là, t'as encore un peu de temps ou c'est comment? Ouais, on va faire une ou deux dernières questions. Après, je vais filer tranquillement. Tac. Bon, des questions sur le salaire, t'es pas obligé de répondre. Hein. Je te laisse tranquille. Je te laisse choisir la question, bien sûr. Ouais, après, sur le salaire, on le voit partout sur Internet. Je pense que tu tapes, tu vas sur un site comme levels.fyi, t'as un peu la tranche. En vrai, moi, c'est pas ça. J'étais plus curieux sur le cadre que sur le salaire, ça se trouve, ouais. Un très beau cadre. Ouais. Il y a une question, outils de gestion de travail, tâches. On utilise beaucoup la suite Google. J'imagine. Ça devrait pas être une surprise pour toi, mais forcément, on développe les outils, on les utilise en interne, quoi. Ce serait drôle que non. Yes. C'est quoi l'ambiance globale? Compétitif, méfiance? Non, c'est c'est très inclusif, c'est hyper chaleureux et il y a beaucoup d'entraide, tu vois. Donc, on appelle ça un peu le googliness et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper chaleureux, tu vois. Pour moi, je l'ai décrit comme ça, la mentalité américaine un peu. Donc, ce terme, je l'ai entendu dans un film pas terrible, mais c'était dans un film qui parlait de Google, je sais plus, une comédie. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu ce terme googliness. C'est vrai, c'est un peu le terme qu'on utilise, tu vois, googliness, leadership, etc. Et t'es un peu là pour aider ton équipe et tout, pour que tout le monde avance vers de l'avant, quoi. En fait, ils font vraiment en sorte que toi, tu sois bien dans ta carrière et bien dans ton... Parce que sinon, tu travailles mal, quoi. Des employés qui sont pas contents et tout, tu fais du mauvais truc. Film regardé dans un bus. Ah, on a peut-être regardé ça avec Lunat dans un bus, en fait. Du coup, je me souviens du film, c'est bizarre. Ah, dans un bus. Ah, ok. Je vois, c'est une vieille comédie nulle de gars qui arrivent chez Google, mais c'est genre vraiment cliché. De ouf, tu vois. Faudrait que je le retrouve. Je vais faire
React. Ah, The Internship, c'est peut-être ça en vrai. Ça doit être ça. Ouais, je viens de le voir là, le truc là. C'est pas un bon film, les amis, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est un film un peu. Bon. T'as quelques autres questions rapidement. Combien d'années d'expérience? 1 an et 8 mois avant d'aller chez Google. Est-ce que des psychologues de travail? Ah, ça, c'est une bonne question, je sais pas. Où on postule, tu vois, sur le site de Google directement. On peut contacter les recruteurs sur LinkedIn aussi. Tac. J'avais une autre question. Comment on reste productif? Je crois que c'était une bonne question, ça. Des tips pour rester au niveau, etc. Déjà, je pense que parler avec d'autres designers, c'est toujours bien parce que c'est un très bel échange comme je suis en train de le faire avec Basti. Donc, n'hésitez pas à regarder ses lives et tout. Je pense que c'est hyper instructif. Et deuxièmement, c'est de rester... Basti, il parle un peu de l'actualité design, mais faites votre propre veille. Tu vois, moi, j'ai jamais arrêté de faire de la veille et c'est hyper important. Tu vois, tout ce qui est... aujourd'hui, tu fais du design, t'essaies pas de faire que du beau, mais t'essaies de comprendre un peu la stratégie des boîtes, comment toi, tu peux apporter de la valeur au niveau des boîtes, lis des articles, lis des livres, essaie d'écouter des podcasts et n'hésite pas à être proactif, tu vois, sur le fait d'aller parler à des designers qui sont un peu plus, tu vois, ils ont une meilleure expérience que toi et tu leur dis, écoute, est-ce que t'as un quart d'heure de ton temps, tu peux me consacrer et tout, et tu vas poser des questions. Essaie de voir, tu vois, grosso modo, s'il y a des gens qui ont un poste que toi t'aimerais avoir plus tard, tu vois, ça c'est cool, quoi. C'est une manière je pense que c'est comme ça que tu restes productif. Du coup, je te pose une question très rapide. Tu me réponds juste en 2 mots. Dans ton quotidien, comme toi, tu as ta feature produit, tu interagis avec les développeurs et les PM de ton produit, ou est-ce que vous allez cross-produit? Ouais, tu l'as dit en fait, tu vas faire aussi des reviews sur les produits des autres, c'est ça? Le matin avec tes réunions, c'est ça? Ouais, on a les deux. Ok, trop bien. Ok. C'est ça, j'ai une question qui est pas mal intéressante. Le modèle managérial, c'est quoi? Est-ce que c'est full horizontal ou il y a quand même, t'as un manager, un truc, ça ressemble à quoi en vrai? T'as un manager, t'as un lead, on appelle ça un lead et tout, qui lead un peu la surface sur laquelle t'es en train de travailler, donc le lead de studio, tu vois. Et en fait, t'as des niveaux de directeur, quoi. Donc plutôt vertical, Ouais, c'est vertical, ouais, ça reste. Il y a pas en mode tout le monde est au même niveau, machin. Ok. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, Twitter, YouTube? Je pense qu'on peut se retrouver sur LinkedIn. Je t'ai demandé, mais t'as que LinkedIn? Vous tapez du coup ton nom, prénom? Moi, je suis principalement sur LinkedIn. Après, j'ai un petit Twitter sur lequel je suis pas forcément, mais vous pouvez me follow. Après, moi, je suis dispo, hein, je réponds quand j'ai le temps et tout, donc sur LinkedIn, sur Twitter et tout. Je pourrais te l'envoyer après, Basti. On va le mettre dans le chat. Je vais mettre le LinkedIn dans le chat. Je suis en train de le mettre. Hop, cool, ça te dérange pas? Je balance ton lien de LinkedIn. Avec plaisir, franchement. Ouais. Connectez-vous, les amis, bien sûr, sur ce bon LinkedIn. Allez, une dernière question, les amis. Et après, on va manger à la cafette de Google. J'en connais une très bonne, bien sûr. Alors, allez. je te laisse choisir. Allez, on se donne 1 minute. Les gens, ils peuvent balancer les dernières questions et tu choisis. Est-ce que tu te fais coacher, mentorer? My name is Pon. T'as des opportunités pour te faire coacher et mentorer. Et c'est ce qui est super cool aussi. Tu vois, tu peux vraiment faire grandir ta carrière là-bas chez Google. C'est pour ça qu'il y a des gens qui y restent un bon bout de temps. Et effectivement, c'est une opportunité que tu as. Donc, si jamais un jour vous faites partie de l'aventure Google aussi, n'hésitez pas à en profiter, quoi. Okay. Moi, est-ce que je le fais personnellement? Pas encore. Je me suis donné un peu de temps pour m'adapter à l'environnement de chez Google. Mais voilà, hop, ça. Après, éventuellement, je déciderai si oui ou non je le fais, quoi. Mais c'est une très bonne question. Hein. Merci de l'avoir posée. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que t'as toujours besoin d'avoir un petit mentor. Sinon, après, si t'arrives tout en haut, c'est là où tu, des fois, changes de travail ou changes de défi aussi. Écoute, David, merci beaucoup. C'était trop cool. J'espère que t'as passé une bonne soirée avec nous aussi, avec le chat et tout. Voilà. Merci à toi, Basti. Toujours top tes streams. C'est gentil. Tu regardes des fois? Oui, je regarde. Je sais même pas ton pseudo dans le chat. Ça se trouve, je te parle depuis des mois. Je sais même pas. J'interagis pas forcément. Je regarde. Après, je connais des étudiants qui sont à la web school et tout, qui te suivent. Il y a quand même une majorité qui te suivent et tout. Je te disais, mon ancien manager, moi, il te connaît et tout. Donc, il m'avait dit, tu passes sur sa chaîne et tout. Trop cool. Ça, voilà, je dis pas trop de bêtises. Non. Franchement, c'est cool. C'est du contenu qualité. C'est pour ça que les gens y regardent, quoi. C'est très gentil. Écoute, je te laisse, du coup, profiter de ta soirée. Je te remercie beaucoup dans le chat. Dites au revoir et dites des gros bisous à David. Merci à lui d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On verra si dans quelques mois on a envie de parler d'un sujet. J'hésiterai pas à te réinviter, en vrai, ça ferait plaisir. Et puis voilà, tous les petits messages, tous les petits cœurs dans le chat pour David. Et encore merci pour ton temps. Merci le chat. Top. Voilà, je te laisse raccrocher sur Discord. Passe une bonne soirée. Et puis encore merci pour ton temps. Yes, à bientôt. Ciao, merci. Bye. Merci, let's go. On voit Discord, bizarre. Tout le monde. Merci David. Je ne sais pas quel est son pseudo sur le chat. Ça se trouve c'est Airtomato94. Ça se trouve son pseudo c'est InScience depuis le début. Je ne le sais pas. Si on m'a dit que tu n'avais pas le temps d'intervenir à la Digital Campus, si tu pouvais trouver un peu de temps pour nous enseigner en BU3, ce serait top. Je ne m'en souviens pas, Christophe, c'est peut-être la date qui correspondait pas.
c'est moi. Putain, c'est une science depuis le début. J'ai mis ma question trop tard, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, mais je voulais qu'ils choisissent les questions. Et c'était est-ce que tu te fais DMCA si tu sifflotes dans les couloirs? La réponse est uniquement si tu te filmes sur YouTube, bien sûr. Toutes les musiques sont libres de droit chez David. D'ailleurs, il l'a pas dit, mais une des contraintes, c'est qu'il a pas le droit d'écouter de musique. Il écoute que des musiques libres de droit toute la journée. C'est pour ça qu'en vrai, il se lève à 6h du mat parce qu'il en peut plus, tu vois. Il dit, bon, bah, je me lève, je suis libre de droit.